Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du point de vue narratif de J.K. Rowling qui plonge le lecteur dans la tête de Harry. Un moyen très efficace pour créer une proximité particulière avec le héros, pour que l'on s'identifie plus facilement à lui. Un attachement au gentil Harry que l'on développe d'autant plus rapidement lorsque l'on découvre sa situation misérable à cause de personnages détestables. Des thématiques découvertes via des scènes supprimées lors de l'adaptation du livre Harry Potter en film. Bien sûr, il est impossible de parler de tous les changements ou suppressions effectués pendant l'adaptation, l'émission n'a pas ce but. Comme je risque de vous le répéter souvent, la meilleure chose sera toujours de vous plonger dans le livre et la magie opérera. Dans du roman à l'écran, je prends les morceaux que j'estime les plus intéressants, je les fais découvrir ou redécouvrir et on en tire des leçons. Nous avons assez fouillé dans le début d'Harry Potter à l'école des sorciers et l'enfance de Harry. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Changement de format pour ce troisième épisode, nous allons parler de plusieurs morceaux supprimés un peu partout dans l'histoire. Des scènes consacrées à deux personnages secondaires et tellement contraires, Drago Malfoy et Neville Londubat. Mais avant de parler d'eux, découvrons pourquoi ces personnages sont si importants pour la construction de l'histoire de Harry Potter. Nombreux sont ceux qui ont cherché à établir les raisons du succès de Harry Potter, particulièrement auprès des enfants qui, à l'époque, étaient une majorité à ne pas apprécier la lecture. On pense que c'est le style d'écriture de J.K. Rowling, très axé sur l'action et les dialogues, on bouge d'un lieu à l'autre, il y a peu de pauses, ce qui provoquerait une attirance chez les enfants proche de celle des jeux vidéo. Nous en avons vu un autre ensemble avec l'identification à Harry Potter, l'archétype du héros de conte qui, comme Cendrillon, est un enfant malmené à la destinée extraordinaire. Mais ce processus d'identification et de projection ne s'arrête pas à Harry, il englobe toute la saga et est fortement aidé par ses autres personnages. Si Harry Potter a tellement attiré les enfants, c'est aussi parce qu'il représente un mythe initiatique au sein d'un univers magique et réaliste à la fois. L'enfant est naturellement impressionné par la destinée extraordinaire du jeune sorcier, et il est d'autant plus facile qu'il démarre avec les mêmes bases que Harry qui commence l'histoire sans même savoir qu'il a des pouvoirs magiques. Le mythe initiatique, c'est tout ce qui suit. L'initiation de Harry à la maîtrise de ses pouvoirs, des codes régissant la société des sorciers, c'est aussi l'apprentissage de la vie. La meilleure trouvaille de J.K. Rowling aurait été d'imposer ce rythme d'une année scolaire par livre. Chaque tome nous amène à une étape de la vie d'un enfant, puis d'un adolescent avec son lot de leçons sur la vie, l'amour ou la construction de soi. C'est ce qui explique notamment comment Harry Potter a pu compter sur la génération d'enfants qui l'ont découvert à sa sortie, l'ont accompagné jusqu'à la fin et dont j'ai la chance de faire partie. Nous avons vraiment grandi avec lui, une impression amplifiée avec les films qui nous donnaient des acteurs à suivre. Harry Potter est un récit parfaitement créé pour attirer un enfant qui se retrouve dans un univers fantastique, magique avec des choses qui l'émerveillent, lui font envie. Mais aussi dans une structure qu'il connaît, l'école avec ses horaires, ses événements comme les cours de sport, les examens, les moments entre élèves. La vie quotidienne de l'enfant qui lit est transposée chez les sorciers, et cet effet ne pourrait pas être aussi puissant sans de vrais personnages secondaires. Nous ne sommes rien sans les autres. Ça y est, je commence à philosopher, attention, mais il est vrai que l'on ne peut se construire vraiment sans les autres. Sans des personnes qui nous élèvent, que l'on admire, sans des personnes que l'on aime, qui font partie de nous, et même les personnes que l'on déteste. Les autres sont un miroir dans lequel on se compare, on se juge, on s'adapte. Et niveau personnages secondaires, J.K. Rowling nous a gâtés avec des dizaines de caractères. Pour tous les goûts, toutes les humeurs, il regroupe tous les types de personnes que le lecteur rencontrera dans sa vie. Dans son école, qui n'a jamais rencontré de premier de la classe, sachant tout sur tout, ou de professeur antipathique, de caïd du collège? Le lecteur ne peut que se projeter et être emporté dans des situations qu'il connaît, des personnages qu'il a déjà rencontrés. Et dans la première aventure de Harry Potter, deux personnages secondaires importants ont un peu souffert de l'adaptation au cinéma. Commençons avec notre Serpentard fétiche, Drago Malfoy. De trouver plus anti-Harry que notre cher Serpentard Drago Malfoy.
Et particulièrement dans cette première histoire à partir du moment où notre héros choisit de lui mettre le vent de l'année. Mais dans le livre, les deux futurs ennemis se sont déjà rencontrés 2 fois avant d'entrer à Poudlard. Remontons quelque temps avant la scène choisie par le film. Hermione, s'il te plaît. Merci. Hagrid est venu extirper Harry de sa vie chez les Dursley et l'emmène sur le chemin de traverse pour acquérir les fournitures indispensables à sa première année à l'école des sorciers. Les 2 nouveaux amis passent d'abord à Gringotts comme dans le film, mais avant de rendre visite à Monsieur Ollivanders pour la baguette magique, Hagrid dépose Harry chez Madame Guipure. Il s'agit d'une sorcière possédant une boutique de prêt-à-porter qui se charge de réaliser sur mesure les uniformes et les robes de sorciers pour les élèves de Poudlard. C'est dans cette boutique que Harry rencontre pour la première fois Drago Malfoy. Au fond du magasin, un garçon au teint pâle, le nez en pointe, se tenait debout sur un tabouret, tandis qu'une autre sorcière ajustait la longue robe qu'il avait revêtue. Madame Guipure installa Harry sur un deuxième tabouret et lui fit passer une autre robe de sorcier. Drago engage la conversation avec Harry et de suite, on découvre les vices du jeune homme. Il étale son point de vue, parle de ses parents et déjà d'enfreindre le règlement de Poudlard. En l'écoutant parler, Harry ne pouvait s'empêcher de penser à Dudley. Harry est dans une position assez difficile, puisque Drago utilise un langage de sorcier qu'il ne maîtrise pas vraiment. Il lui parle de Quidditch, de maison à Poudlard, et Harry fait ce qu'il peut pour ne pas passer pour un ignorant. L'attitude de Drago énerve vraiment Harry, jusqu'à atteindre le point de non-retour. « Oh, dis donc, regarde un peu ce bonhomme !» Hagrid se tenait devant la boutique. « C'est Hagrid. Il travaille à Poudlard. »« Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est une sorte de domestique, non ?» Il est garde-chasse, précisa Harry qui éprouvait de plus en plus d'antipathie pour le garçon. Ouais, c'est ça, on m'a dit que c'était une espèce de sauvage. Moi, je le trouve très intelligent, dit Harry avec froideur. Vraiment. Drago partira ensuite dans un dernier monologue en prenant ses idées extrêmes concernant les familles de sorciers ou les autres qui selon lui ne devraient pas intégrer Poudlard. Madame Guipure termine son travail et les 2 jeunes sorciers en resteront là. C'est assez amusant comme dès le début la relation Harry-Drago est installée. La tension, la haine respective, le sujet Hagrid qui plus tard reviendra maintes fois dans leurs affrontements. Personnellement, j'aime beaucoup cette introduction parce que les paramètres ne sont pas du tout les mêmes. Contrairement à la rencontre dans le film, Drago n'est pas au courant qu'il parle à Harry Potter, et ils sont dans un endroit plutôt intime. Il n'a aucune raison d'en faire des caisses ou de flamber comme devant tout Poudlard. Il livre sa personnalité, sa pure méchanceté et ses avis plus que discutables. Harry pouvait tomber sur n'importe qui dans cette boutique, mais il découvre celui qui deviendra son plus grand ennemi à l'école. Leur deuxième rencontre a lieu directement dans le Poudlard Express et c'est une version un peu dérivée de celle qui a été bricolée dans le film. Après la visite d'Hermione, c'est Drago et ses sbires qui viennent dans le compartiment de Harry et Ron, fraîchement rencontrés. L'échange est le même, Drago propose son amitié à Harry, se moque de la condition de vie de Ron, et notre héros prend la défense de ce dernier en repoussant le futur Serpentard. Les choses vont plus loin puisque Draco, dépité, demande à ses gorilles d'en venir aux mains avec Harry et Ron qui ne font pas du tout le poids. La bagarre sera évitée de peu grâce à Croutard qui mordra le doigt de Crabbe et fera fuir le groupe de Serpentards dégoûtés. J'aime également beaucoup ce passage car il se permet encore d'aller plus loin, et une fois encore, on se rend compte que J.K. Rowling pose directement les bases de l'affrontement Harry-Draco. Les moqueries de Malfoy sur des personnes plus faibles que lui, Harry qui proteste, Crabbe et Goyle qui jouent les gros bras. Avant même d'arriver à Poudlard, Harry a rencontré 2 repères qui seront fondamentaux pendant ces 6 prochaines années scolaires. Et heureusement, tout le monde n'est pas comme Drago Malfoy. Chose importante avant de parler de notre cher Neville, nous ne devons pas encore prendre en compte son évolution. Nous parlons bien ici du Neville d'Harry Potter à l'école des sorciers, et il faut dire que lors de cette première année à Poudlard, le jeune Gryffondor est loin de susciter les passions. Et pourtant, comme Draco, Neville a perdu du poids dans l'importance de l'histoire au cinéma, mais ils ont tout de même tiré le principal du personnage.
C'est un anti-héros dans le sens positif. Il est très maladroit, a peu confiance en lui, mais il est profondément gentil et loyal. Neville et sa maladresse forment un point de repère pour les autres personnages. On fait l'indistinction entre ceux qui se moquent de lui, en profitent comme les Serpentards, et Harry, Hermione, qui tentent de l'aider à s'élever. Comme dira Sirius Black plus tard, si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Néanmoins, Neville était bien plus présent auprès de Harry dans sa première année à Poudlard. Dans le train, c'est Neville lui-même qui vient d'abord demander à Harry et Ron s'ils n'ont pas vu son crapaud avant de revenir plus tard avec Hermione. Il ne parle pas, ne fait rien, donc rien de bien méchant mais assez symbolique quand même. Il est présent lorsque le trio se rencontre pour la première fois. De la même façon, Neville était présent lors de la rencontre avec Touffu. Dans le film, notre trio tente d'échapper à Rusard après avoir été poussé à l'étage interdit par les escaliers. En réalité, après une énième dispute, Malfoy a donné rendez-vous à Harry pendant la nuit pour un duel de sorciers. Notre héros brave l'interdit avec Ron, mais aussi Hermione et Neville qui se retrouvent coincés hors du dortoir. Mais ce n'était qu'un piège tendu par Malfoy qui a envoyé Rusard pour attraper les Gryffondors, qui lui échapperont en entrant tous les 4 dans la salle de Touffu. Pire encore, ce n'est pas Ron mais Neville qui est censé être puni dans la forêt interdite avec Drago, Harry et Hermione. En réalité, après avoir découvert l'existence de Norbert, Drago choisit de se taire pour torturer mentalement nos héros. Sentant un mauvais coup, il décide d'organiser une opération pleine nuit pour confier Norbert aux frères de Ron. Harry et Hermione, cachés sous la cape d'invisibilité, parviendront à apporter la créature au lieu de rendez-vous en pleine nuit. Ron n'est pas de la partie car peu avant, Norbert l'a mordu et blessé. Il est bloqué à l'infirmerie. Heureux d'avoir réussi leur mission, ils oublieront de reprendre la cape d'invisibilité et seront pris sur le fait de braver le couvre-feu. Comme Drago qui était sorti pour les dénoncer, et Neville pour les prévenir des mauvaises intentions de Malfoy. On sent vraiment que Neville avait plus de poids à la base, quitte à prendre un peu la place de Ron, mais la scène de la forêt reste la même dans le livre et dans le film, ce n'est qu'un changement mineur. Mais la grosse scène manquante de Neville est celle où il participe directement à l'enquête de nos héros au moment où il cherche à découvrir qui est Nicolas Flamel. Une énième fois, Neville a vécu une mésaventure à cause de Drago Malfoy qui lui a lancé le sortilège de bloc-jambe. Hermione le débarrasse de ce mauvais sort et Harry réconforte Neville qui ne se sent pas digne d'être un Gryffondor. Il lui donne une choco-grenouille et Neville lui offrira la carte de sorcier qui est inclue avec elle. C'est sur cette carte que Harry trouvera les informations concernant Nicolas Flamel. Un petit coup de pouce du destin dû à l'empathie de Harry et la reconnaissance de notre cher Neville. Une scène parfaite pour représenter le début de relation entre les deux élus. Que de changements et que de suppressions. Finalement, même s'il s'agit du plus court roman de la saga, il a quand même fallu imposer certains choix. On ne peut néanmoins pas dire que ces changements aient terni les personnages de Drago et Neville, ce qui est le plus important au final. Drago est resplendissant, caïd des premières années, qui parle beaucoup, qui fait son possible pour mettre des bâtons dans les roues du trio, un personnage que l'on aime déjà détester. Neville est bien représenté en cancre de la classe, une situation provoquée par sa maladresse et son manque de confiance en lui, alors qu'il est capable également de très bonnes choses. Je pense que ce qui explique aussi le retrait de ces scènes, c'est le fait que le premier film a fait le choix de miser énormément sur le trio et l'alchimie entre eux. L'amitié qui unit Harry, Ron et Hermione est l'une des pierres principales de l'œuvre, et pour garantir les prochains succès, il fallait marquer les esprits avec ces 3 héros dans lesquels tout le monde pourrait se reconnaître. Riche ou pauvre, garçon ou fille, je sais tout, déconneur, courageux, indispensable, fidèle. Cela explique notamment pourquoi ils ont choisi de faire de Ron le premier élève qu'Harry rencontre et pas Malfoy, que ce soit lui aussi qui soit puni dans la forêt. Tout gravite un maximum autour du trio, et on dégage tout de même le principal de la richesse des personnages secondaires. Ce n'est qu'une supposition bien sûr, et si vous avez d'autres idées d'explication, n'hésitez pas à les laisser dans un petit commentaire. L'épisode 3 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, à partager et à vous abonner. Avec l'épisode 4, on dira au revoir au premier tome, alors soyez au rendez-vous.